Alors, on a le plaisir d'accueillir Madame Sauvé, qui va... attendez un petit peu, là, que je fasse pas d'erreur sur votre prénom. C'est Marielle. Marielle Sauvé. Et puis, c'est Joël qui va l'interviewer sur plusieurs sujets d'intelligence artificielle, de coaching, etc. Vas-y. Bonjour, Madame Sauvé. Donc, bonjour. On vient de parler tout à l'heure de Madame Monique Jérôme-Forger qui nous parlait de la parité, puis on a vu qu'il y a peut-être un petit effort à faire. Oui. Et vous êtes spécialiste dans le leadership au féminin, entre autres. Et au féminin, alors la première question que j'ai envie de vous poser, en quoi c'est différent au masculin? Oui, ça c'est une très bonne question, en effet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent encore aujourd'hui pourquoi on parle de leadership au féminin. Le leadership au féminin, en fait, c'est pour outiller les femmes à développer leur plan de carrière et de vraiment se donner toutes les possibilités qu'elles veulent pour pouvoir vraiment progresser dans leur plan de carrière. Et le féminin, c'est que notre style de leadership est bien entendu influencé par notre genre et soit qu'on soit homme ou femme. Et en fait, le style de leadership au féminin, c'est un style qu'on dit habituellement plus inclusif, plus participatif. Oui. Uh-huh. Contrairement aux hommes qui sont plus un style de leadership directif et autocratique. Oui. C'est pour ça que quand c'est un peu trop directif au niveau féminin, comme je disais tout à l'heure dans l'article, l'étude en vente, ça semble que la femme est super autoritaire, alors que quand l'homme dit la même chose, ça passe très bien. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des stéréotypes, hein. On a des billets par rapport au genre, et qu'un homme soit très directif et autoritaire, on s'attend à ça. Qu'une femme soit très directive et autoritaire, on s'attend souvent moins à ça, parce que les femmes ont tendance à être plus dans la conciliation et un style de leadership plus participatif. Donc, les femmes ont 6% de postes de PDG au Québec, donc il y a donc un plafond de verre. Comment percer ce plafond de verre? Oui, en fait, ce que les études montrent, il y a plusieurs études qui sont faites à chaque année sur le leadership au féminin, les positions des femmes en entreprise, et se sont aperçus qu'il faut travailler de deux façons. Une façon en aidant les entreprises, en ayant des politiques inclusives pour les femmes et en promouvant les postes sur les conseils d'administration, les comités exécutifs, donc en favorisant la promotion des femmes, et aussi travailler au niveau des femmes en les aidant à avoir beaucoup plus confiance en elles. Justement, parlant de confiance en soi des femmes, moi j'ai l'impression que le leadership au féminin, au fond, c'est d'apprendre à assumer la plénitude de sa féminité et de savoir que c'est une force, et que la force n'est pas une spécificité masculine. Si on regarde nos mères, par exemple, qui ont des talents extraordinaires de conciliation et d'inclusion, c'est du leadership et c'est de la force. Mais beaucoup d'hommes ne voient pas cette force gracieuse chez la femme. Et puis, j'aimerais que vous élaboriez dans ce sens-là pour valoriser le fait que ça vient de la nature, cette complémentarité des hommes et des femmes. Tout à fait. Et quand je donne un atelier sur le leadership au féminin, j'aide les femmes justement à marier cette complémentarité homme-femme pour pouvoir utiliser justement cette force-là, qui est une force différente de la femme, qui est peut-être plus en douceur, plus en empathie, plus en relation, et en même temps d'aller chercher les forces dont elles ont besoin pour peut-être plus s'assumer et plus avoir confiance en elles et plus oser prendre leur place à la table et oser demander aussi ce dont elles ont besoin en entreprise. C'est ça. Quand vous êtes formatrice à l'international, en France et au Canada, c'est quoi la différence qu'on pourrait voir de la situation du leadership au féminin entre les deux pays? Ce que je me suis aperçue dans les ateliers que je donne à Paris principalement, il y a plusieurs défis pour les femmes au féminin, les femmes au leadership. Et un des défis, c'est de faire de son partenaire un partenaire à part égale. Ah. Donc, de vraiment s'émanciper du mythe à tout concilier, à pouvoir tout concilier. Et en France, je vous dirais qu'il y a encore plus de limitations par rapport à ça. Je trouve que ici, au Québec, au Canada, il y a plus une égalité au niveau de l'aide et au niveau du partage des tâches aussi, des ménagères, des enfants, des congés de maternité, congés de paternité. Il y a une différence marquée à ce niveau-là.
C'est la force du vieux continent, oui. c'est ça? Les vieilles habitudes qui sont là depuis plus longtemps. Oui, peut-être. Je pense que ça tient un peu plus. Oui. Alors, si on passait d'une façon plus pratique, concrètement, si on est une femme ou un homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour aller plus loin? On peut affirmer le côté de soi. J'ai lu quelque part dans votre texte qu'on peut affirmer le côté de soi en partant de ce qu'on a de positif, de nos forces, et de retranscrire nos forces sur nos faiblesses pour essayer d'augmenter. Tout à fait. Ce que vous décrivez, Joël, c'est vraiment l'approche de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est comment mettre en avant nos forces, nos ressources et développer ça au lieu de focaliser notre attention tout le temps sur ce qu'on n'a pas ou ce qui manque. Et les femmes ont une petite tendance, peut-être, c'est une généralisation, mais on peut avoir tendance à regarder ce qui manque au lieu d'aller de l'avant et de tabler sur nos ressources. On dit que pour les promotions, les hommes, quand ils ont 70% des compétences pour un poste, vont y aller. Les femmes attendent d'avoir 110% des compétences avant d'aller. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est les hommes qui donnent le pourcentage des compétences. Alors, c'est vrai. On comprend que ça va être un peu... La confiance en soi, c'est important. Et un autre point qui est important, évidemment, c'est l'erreur comme moteur. Parce que beaucoup de gens ne font rien par crainte de l'erreur. Oui, oui, tout à fait. Donc, de pouvoir se fixer des objectifs et de pouvoir mettre en œuvre nos ressources et aller vers ces objectifs-là. Donc, être dans l'action, c'est ce qui bâtit la confiance en soi. La confiance en soi se bâtit dans l'action. Donc, c'est de vraiment oser vraiment la promotion, oser notre avis, oser se dépasser. C'est le message peut-être que j'aurais pour les femmes. Osons plus. Oui, ça me plaît beaucoup de vous entendre dire ça parce que moi je réalise parfois que dans certains environnements où les femmes étaient reines, là, parce qu'on est une société un peu matriarcale, on avait valorisé tellement les qualités féminines qu'à un moment donné, j'ai entendu la voix d'un homme qui venait du milieu forestier et qui dégageait un charme typiquement masculin. Et là, je me suis dit en moi-même, on oublie parfois à quel point c'est beau une voix d'homme quand ça exprime une force rassurante. Quand ça exprime un leadership au masculin. Oui. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est cette belle complémentarité, tu sais, que l'homme et la femme, je vais me risquer à faire une comparaison un peu comme le lait et le café. Ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. Un café sans douceur, c'est méchant. Et du lait sans stimulant, ça manque de quelque chose aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que les femmes arrivent à mettre du café dans leur lait? En fait, c'est un peu le défi que je leur propose, d'arriver vraiment à mettre du café, à mettre cette force-là, cette affirmation de soi dans leur style de leadership pour pouvoir vraiment développer leur carrière comme elles l'entendent. Puis il y a une belle citation, ça me fait penser à une belle citation que j'ai lue de Charles Endy, qui est auteur et philosophe irlandais, qui dit « Le leader de demain devra avoir une approche plus féminine. Il devra convaincre de faire plutôt que de donner des ordres. » Donc, comment on peut avoir une approche du leadership maintenant que je dirais androgyne, où on a une complémentarité du masculin et du féminin pour vraiment définir le style de leadership qui est le plus adapté au 21e siècle? Mais c'est merveilleux, c'est un progrès de la civilisation, n'est-ce pas, Joël? Oui, c'est du progrès. Alors, avançons encore dans le progrès un petit peu, puisqu'on est bien lancé, là. Donc, avant, on pourrait dire d'une façon caricaturale que les entreprises voulaient faire des ventes, et puis maintenant, on s'est aperçu qu'il faut gérer aussi les humains. Oui. Et que si la gestion de l'humain est meilleure, la vente sera meilleure. Oui. Et avec le leadership au féminin, les études ont démontré que plus il y a de pourcentage de femmes sur les comités exécutifs et les conseils d'administration, plus il va avoir un succès financier de l'entreprise aussi. Donc, ça se répercute au niveau financier de l'entreprise. Bon. Alors, pour une fois, c'est payant. Oui, en fait, c'est payant, c'est vrai. C'est toujours payant. Alors, en terminant, pour nous donner quelques directives pour apprendre à mieux se connaître. Oui. Donc, quelles sont les bases? Vous avez parlé un peu de PNL. En fait, moi, je travaille beaucoup avec les outils de la PNL. Je suis formatrice au Centre québécois de PNL et je vais utiliser ces outils-là parce que ce sont des outils qui sont vraiment pragmatiques et qui permettent le changement. Donc, oui, ils permettent de déterminer ce qu'on veut
et comment y arriver. Je vais vous interrompre juste un instant pour que vous expliquiez à nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que la programmation neurolinguistique dans un langage que tout le monde peut comprendre. Là, on programme quoi exactement? Il faut que ça soit assez simple pour que tout le monde sache de quoi vous parlez. Ben, en fait, on est programmé de plusieurs façons. En fait, c'est ce qu'on appelle nos habitudes. On a des habitudes pour faire plein de choses, comme vous avez une habitude pour parler à la radio, et vous avez développé cette expertise-là. Donc, nos programmations, quelquefois, elles sont limitantes. Donc, ce qu'on veut, c'est pouvoir changer ces programmations-là, ces habitudes-là, pour aller vers nos objectifs. Donc, pour faire ça, on va utiliser des outils de communication et des outils qui vont aussi travailler au niveau du changement. Est-ce que je suis bien alignée avec mes valeurs? Est-ce qu'il y a des changements de croyances à faire? Si je ne crois pas, moi, que c'est possible de pouvoir être une femme qui a une carrière et qui vraiment a la carrière qu'elle veut, ben, j'aurais pas de possibilité de l'avoir. Donc, ce sont des outils, la programmation neurolinguistique, qui vont nous aider à revoir nos programmations pour pouvoir apporter les modifications et aller vers nos objectifs. Bon. Ben là, avec ça, les gens vont comprendre qu'on change des habitudes et qu'on se conditionne à réussir, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon. Tout à Puis fait. est-ce que tu me permets une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt? J'essaie de vous imaginer quand vous êtes à l'ambassade du Canada à Paris. C'était ma question, ça. Oui, vas-y. Excuse-moi, je ne voulais pas te la voler. C'est peut-être pas exactement la même. Je m'imagine devant un président, directeur général qui est habitué de se faire vous voyez puis servir le café par des secrétaires de direction en France. Et puis qui là, tout d'un coup, se trouve à devoir vous regarder comme une égale. Là. Oui. Alors, comment ça se passe? Comment vous brisez sa programmation neurolinguistique de faire affaire? De leader macho, là. Mais en fait, j'ai beaucoup d'outils dans mon coffre à outils. Donc, on apprend la communication, on apprend à se synchroniser, on apprend à créer le rapport le plus rapidement possible pour que ça se fasse le mieux possible. J'apprends aussi à m'intéresser à son modèle du monde, à sa carte à lui, pour pouvoir aller chercher ses croyances et gentiment le challenger dans ces croyances-là aussi. Mais je vous dirais qu'à l'ambassade du Canada, c'est quand même bien parce qu'il y a beaucoup de Canadiens. Il y a vraiment la culture canadienne qui est là. Ouais. Donc, en entreprise en France, parce que j'interviens dans d'autres entreprises aussi, ben, ça peut être un peu plus un choc de culture à ce moment-là. Mais c'est très bien accepté parce que ils ont un préjugé favorable par rapport aux Québécois, aux Québécoises, aux Canadiens, Canadiennes, et ils acceptent vraiment que j'ai un modèle du monde différent des leurs. Donc, pour terminer, on pourrait passer avec Woody Allen, qui est bien connu. Prends tout le temps qu'il faut parce que madame a des choses importantes à dire. Mais là, on va aller au Festival de Cannes, puisqu'il est au Festival de Cannes, et la question n'est pas là. Donc, on sait qu'il a son côté philosophique, et puis tout le monde connaît Woody Allen. Il dit, fondée ou pas, c'est la croyance elle-même qui rend l'existence meilleure. Oui. Alors, c'est ça, parce qu'on n'a pas de certitude sur Dieu, etc. Donc, l'existence meilleure, les croyances et l'existence meilleure. Oui, mais en fait, les croyances, c'est quelque chose, c'est un outil qu'on travaille beaucoup en programmation neurolinguistique parce que c'est la base de nos comportements. C'est la base de ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire. Si moi, j'ai une croyance que je peux parler à la radio, ben, je vais développer les ressources pour pouvoir le faire. C'est ça. Donc, si je ne crois pas que c'est possible, c'est Henry Ford qui disait ça, si vous croyez que c'est possible, vous avez raison. Et si vous croyez que ce n'est pas possible, vous avez également raison. J'avais un professeur qui m'a opéré 17 fois qui me disait toujours, entre autres, que ce qui est important dans la vie, c'est de croire à ce qu'on fait et que ça marche. Oui. Et il me disait, en général, quand ça marche pas, c'est qu'on n'y croit pas. Plutôt que de dire que ça marche pas parce que c'est la faute de Pierre, Paul et Jacques. Oui, parce que souvent, nos croyances sont la base de ce qu'on va percevoir ou pas. Si moi, je crois que c'est possible d'avoir une promotion et de faire carrière dans une entreprise X, ben les opportunités de promotion, je vais les voir passer. Si je ne crois pas que c'est possible, je ne verrai même pas ça. Mais si je me mets un objectif et je travaille vers cet objectif-là pour atteindre cet objectif, mais mon conscient et l'inconscient va même percevoir des choses dans l'environnement pour m'amener vers cet objectif-là.
Alors, de vraiment allier les forces des croyances, des valeurs, de nos ressources, c'est ce qui va nous permettre aussi de développer des ressources, de développer des habiletés pour pouvoir faire des comportements dans un environnement donné. Alors, une dernière question, parce que le temps file. Je disais à mes patients, souvent qui sont atteints de cancer ou d'autres choses, qui me disent toujours, est-ce que je vais guérir? Ben, le docteur sait pas et moi encore moins. Oui. Alors, je leur disais de mon expérience que les seules personnes qui avaient guéri, c'est celles qui croyaient que c'était possible. Oui. Tous les autres, le taux de réussite était bien moins grand. Tout à fait. La plus grande erreur, c'est de ne pas croire que le positif est possible, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord avec vous, François. Oui. Une fois que de croire au bonheur, de croire au positif. Oui, et puis si une femme croit que les portes lui sont ouvertes, elle va pouvoir rendre de plus grands services. Alors de monter à un niveau plus élevé, ce sera pas de l'orgueil, ce sera de la qualité dans le service. Oui, en effet, c'est pour servir aussi. Et la complémentarité, ben moi j'ai une croyance, comme on parlait de croyance, j'ai une croyance que dans n'importe quel domaine, d'avoir une complémentarité, ben c'est toujours gagnant. Ouais, je pense que c'est une façon merveilleuse de se préparer à être gagnant. Oui. De la fin. Donc, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Ben, si jamais il y a des gens qui s'intéressent à la programmation neurolinguistique, demain soir, il y a une soirée d'information gratuite au Centre québécois de PNL. C'est à quel endroit? C'est au 4848 Avenue Papineau, à Montréal, et c'est à 6h30. À 6h30? Et c'est gratuit. Demain soir? Oui. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un site Internet où les gens peuvent communiquer? Oui, tout à fait. Le numéro de téléphone est le 514-281-7553 et l'adresse courriel, l'adresse du centre de PNL est le centre PNL.com. Centre PNL.com et le numéro de téléphone 281-75-53. 281-75-53. Alors, je vous souhaite tout le succès, madame, puis je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Marquis. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Okay, au revoir. Contactez-nous au CQPNL et découvrez l'art de la communication et du changement.